Salut tout le monde. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, alors c'est devenu une petite routine hein, depuis ce confinement. C'est maintenant tous les mardis, donc on se retrouve à 19 heures. C'est soit donc sur la page Néo Biellette, soit sur la page du festival pour l'école de la vie. Eh ben, j'espère que vous allez bien cette journée qui est quand même une journée un peu particulière hein, parce que c'est là où la vie commence un peu à reprendre dans nos vies respectives. C'était quand? C'était ce midi, oui, je me baladais et je voyais les terrasses qui étaient rouvertes, toutes les tables qui étaient à l'extérieur et les gens qui profitaient, notamment ce matin, de leur petit-déj et cet après-midi de leur déjeuner entre amis. Ça fait plaisir de les revoir. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien, si l'image est bonne, si le son est bon, comme ça je serai au courant. Et en attendant, que vous nous rejoigniez. Je vais vous rappeler donc des actualités. Je vous rappelle le congrès Innovation en éducation. Donc, c'est notre 4e édition. Ça sera le 24 et le 25 octobre à Paris. La billetterie est déjà en ligne. C'est une billetterie qui est uniquement en ligne. Hein. Il n'y aura pas de billetterie sur place. Donc, si vous voulez participer, merci Annabelle pour ton petit pouce. Si vous souhaitez participer, il faudra prendre vos billets donc du coup en ligne. Donc, c'est un congrès où on parle d'éducation. C'est, à mon sens, le sujet qui devrait être prioritaire sur ces prochaines années. Il y a tellement de choses à dire. Donc, comme vous le savez, on organise le festival pour l'école de la vie depuis 5 ans maintenant. La 6e édition, ça sera en septembre 2021. Et puis le congrès Innovation et Éducation existe maintenant depuis 3 ans. On a fait donc notre 3e édition le 29 février et le 1er mars à Montpellier, avec 600 personnes qui étaient présentes, c'était génial. Et donc là, à Paris, on pourra accueillir 1100 personnes, grand maximum. Je vous rappelle le film C'est quoi le bonheur pour vous? Alors pour ceux qui n'avaient pas assisté peut-être merci Monique et Steph pour le son, ok c'est parfait. Qui n'avaient pas assisté au live de la semaine dernière, en fait, j'ai pris la décision de mettre en ligne gratuitement le film C'est quoi le bonheur pour vous. Je l'avais mis en ligne gratuitement donc le 20 mars dernier sur YouTube et donc j'ai pris la décision de le laisser maintenant définitivement à vie sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. On a bientôt passé la barre des 800 000 personnes qui l'ont vu gratuitement sur YouTube, qui viennent s'ajouter aux 1 million de personnes qu'on a réussi à faire quand le film est sorti en 2017. Donc on n'est pas très loin des 2 millions de personnes. Et je pense que quand on passera la barre des 1 million symboliques sur YouTube, ben, je pense qu'on fera un petit truc spécifique sur les réseaux. Et la suite, donc du coup, c'est l'école de la vie, une génération pour tout changer. Je vous rappelle, vous pouvez le trouver sur le site éducationalternative.fr. C'est la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, où là, bah, évidemment, on parle d'éducation et il y a beaucoup de choses à dire. Avant que notre invité arrive, je vous rappelle plusieurs choses. Alors, voilà, donc notamment une actualité de Clara, qu'on peut appeler aussi Gila, si on veut, c'est un peu comme on veut, on peut appeler aussi Gila Clara, donc qui a réalisé aussi donc, cet audio libre. Elle va aussi notamment faire, pour ceux que ça intéresse, une webconférence donc sur la résilience et la performance, les clés d'un leadership assumé. Elle ne sera pas toute seule, visiblement, elle sera avec Edith Perrault-Pierre. Elle a réalisé aussi 2 audios, donc des livres audio. Il y a celui-là et puis celui-là que vous pourrez trouver, à mon avis, sur le web. Il y a un site internet qui est dédié à ça, qu'elle m'a envoyé, mais elle nous le dira mieux que nous, enfin mieux que moi, pardon. Et donc, du coup, je vais faire apparaître Clara sous une baguette magique. Si je te trouve, Clara, tu es ici. Donc voilà, Clara va t'arriver. Et voilà. Bonjour à tous. Salut Clara. Salut, merci de me recevoir, Julien. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi de t'être joliment préparé pour participer à cette webconférence. Tu peux Alors, te- Est-ce que tu peux te présenter? Parce que bah, j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Moi-même, d'ailleurs, je ne te connaissais pas avant qu'on rentre en contact. On a vite vu qu'on avait quand même des ponts en commun et puis des connaissances communes aussi. Donc, petit monde dans lequel on se trouve. Et donc, du coup, je vais te laisser te présenter parce que j'ai vu que tu faisais beaucoup de choses au même titre que moi et tu es la mieux placée en fait pour te présenter. Alors, on t'écoute. bah oui, je pense que toi et moi, on est des activistes du bonheur. On essaye de pouvoir faire avancer les choses pour qu'on puisse mieux résister en période de crise, dans cette période difficile. Donc, quelques mots sur mon parcours qui peut intéresser
les spectateurs. Moi, à la base, je suis comédienne et donc ça va être le fil rouge de tout ce que je vais faire après. Je vais vraiment tout le temps utiliser des techniques de théâtre, des techniques de jeu de rôle pour pouvoir, dans des coachings, d'abord et avant tout, aider des personnes en souffrance à pouvoir parler, à faire la catharsis de ce qu'ils ont vécu. Donc, ça commence avec un doctorat que j'ai passé sous la direction d'Elie Wiesel. Donc là, le but, c'était de pouvoir voir comment le prix Nobel avait utilisé le théâtre pour pouvoir mieux impacter, pour pouvoir raconter son histoire de déportation, puisque c'est un des grands survivants de la Shoah, un des grands témoins. Et puis, suite à cela, j'ai beaucoup travaillé avec des survivants de génocide, Rwanda, Bosnie, en leur proposant de pouvoir les aider, les encadrer à prendre la parole avec toute une méthodologie basée sur des jeux de rôle. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler comme ça avec des gens comme Albert Einstein, qui a écrit un livre magnifique, Comment ma mère m'a tué, ou Malala Yousafzai, qui est la jeune prix Nobel, qui est un exemple de résilience, puisqu'elle a survécu à l'attaque des talibans et elle s'est battue pour l'éducation des petites filles. Et donc, forte de la rencontre de toutes ces personnes, j'ai voulu essayer de pouvoir conserver un volet dédié à l'art qui peut sauver. Et donc, chaque année, je continue à mettre en scène et à organiser aussi des lectures sur des thématiques qui touchent aux droits de l'homme. C'est d'ailleurs en ça que l'UNESCO a pu me nommer dans le secteur des ambassadeurs de bonne volonté en tant qu'artiste pour la paix. Donc, chaque année, j'essaye de pouvoir monter au moins un spectacle. L'enseignement, donc, j'ai pu développer un cours qui s'appelle Théâtre et droits de l'homme à l'université de Harvard. L'humanitaire, donc je continue aussi à beaucoup travailler avec des mondes d'associations sur plusieurs, on va dire, sur plusieurs personnes traumatisées pour aider à mieux parler. Et puis, bien sûr, le quatrième volet, c'est le coaching, qui est aujourd'hui, on va dire, le côté rémunérateur, puisqu'il fait un peu marcher tout le reste. Et lorsqu'on s'est rencontrés, c'était surtout en parallèle de ce livre qui vient d'être publié, que j'ai eu la chance de coécrire avec Bruno Adler, qui s'appelle Le grand livre de la psychologie positive, puisque à l'université d'Harvard, lorsque je venais d'arriver, à force de recueillir tous ces témoignages difficiles et fabuleux de ces survivants, je suis arrivée à un niveau de difficulté, on va dire, émotionnelle, de pouvoir communiquer sur mes sentiments, de pouvoir même entrer en relation. Ça touchait à quelque chose de proche du burn-out. Et quand on enseigne à l'université d'Harvard, eh bien, on a la chance de pouvoir prendre tous les cours gratuits. C'est un cadeau. Et donc, en me penchant sur le catalogue, en bonne française que je suis, je vois cours sur le bonheur. Et donc, je m'exclame en bon français bullshit. Et puis, voilà, on va voir un peu ce que c'est. Et donc, je prends le cours de bonheur du célèbre professeur Tal Ben-Shahar, qui est en fait un cours de psychologie positive. Et là, vraiment, ça va me sauver, ça va me permettre de comprendre en fait que cette légitimité que je ne donnais pas, puisque je me voyais avant tout comme quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui fait passer, mais absolument pas comme quelqu'un on va dire, d'intéressant à pouvoir incarner. Donc sur scène, dès que j'incarnais un personnage, en tout cas quelqu'un que je devais représenter par rapport à son vécu, je me donnais à fond, mais tout d'un coup, quand je redevenais moi, c'était comme si j'avais pas d'histoire. Et la psychologie positive m'a permis un vrai travail de réappropriation de légitimité. Et j'ai trouvé vraiment cette approche fantastique. Donc, j'ai été voir le professeur en lui disant: écoutez, ce que vous m'avez appris, ça me passionne, mais il y a encore un grand absent qui est le corps. Et moi, je trouve en tant que comédienne que c'est dommage qu'on ne fasse pas de vrais exercices d'implication corporelle, de vrais exercices physiques qui permettraient à cette psychologie positive, qui est scientifique avant tout, de descendre, de vraiment être habitée, incarnée. Et donc, il m'a dit, bon, vous avez carte blanche pour inventer des petits exercices. Le mois prochain, je fais une conférence chez Google. Je vous donnerai 2 minutes pour commencer. Top. Donc, j'ai planché. Arrive le moment de présenter devant Google. Et je fais un exercice, un icebreaker, qui a son petit effet. Je vois les gens satisfaits. Je me dis, bon, très bien, le mois prochain, c'est chez Yahoo, on y va.
hop, je Ouais. vous donne 5 minutes. Et donc petit à petit, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de temps et il me dit cette chose intéressante: «Vous savez, votre volonté de transformation sociétale en donnant la parole aux sans-voix, en donnant, la parole aux personnes qui ont le plus souffert, elle pourra aussi advenir grâce à la prise en considération de l'importance du groupe, de l'institution, de l'entreprise. Il faut que vous vous formiez au coaching. Vous pouvez aider des individus, des groupements humains grâce à des techniques qui ne seront pas seulement, des techniques réservées à des personnes qui ont été victimes de grandes souffrances.» Et c'est comme ça que j'ai pu me former au coaching et qu'aujourd'hui j'ai donc, on va dire 3 cordes à mon arc. La communication, bien sûr, donc je propose tout ce qui va être prise de parole en public, et cetera. La deuxième, ça va être la psychologie positive, donc tout ce qui est leadership positif. Un très beau livre de Tal Ben-Shahar que je vous conseille, c'est «L'apprentissage de l'imperfection», donc comment Mmh. simplement accepter de vivre avec cette chose imparfaite que nous sommes. Mmh mh. Et puis la troisième spécialité qu'on me demande beaucoup en coaching, ça va être la négociation, puisque j'ai eu la chance aussi de suivre les cours, de William Ury, qui est le maître absolu de la négociation. C'est lui qui a inventé avec Roger Fisher, l'expression du fameux gagnant-gagnant, donc comment négocier en respectant l'autre. Et donc on a beaucoup travaillé avec William Ury sur la question, de se mettre à la place de l'autre, comment est-ce qu'on peut en anticipant en fait, créer un accord, de ne pas être d'accord, créer l'espace de désaccord, mais tout en étant d'accord de ne pas l'être. Ouais. Plutôt que d'arriver à des dissensions telles qu'on se supporte plus. Mmh mh. Et donc ça, c'est vraiment la troisième aire de spécialité qu'on me demande. Communication, psychologie positive et négociation. Ça pourrait être hyper intéressant dans les pays en guerre, je trouve. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est des choses, qui sont, avant tout adaptées de la diplomatie. Donc William, Ury était avant un conseiller pour des accords de paix et cetera et puis il a décidé d'ouvrir ces techniques, à un grand public et donc comme tu le dis, hein, ça vient de la diplomatie, effectivement. Mmh, ça m'étonne pas, ouais. Et donc du coup, tu accompagnes quel type d'entreprise? Alors, quel type d'entreprise? Eh bien, c'est assez intéressant de voir qu'il y a à la fois des privés et puis, enfin des individus et des groupes, mais aussi secteur privé, secteur public. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir intervenir dans de belles grandes entreprises, moyennes entreprises, c'est tout aussi belles, petites entreprises qui sont toutes Oui. belles, hem et et aussi, au niveau public, donc à l'ENA, dans des D'accord. ministères, beaucoup, à Affaires étrangères. On m'a appelé récemment, c'était avant le confinement, pour pouvoir, aider, un ministre à passer devant Jean-Jacques Bourdin, par exemple. Ah oui, d'accord. OK. Essayer D'accord. essayer justement de pouvoir être plus authentique, non pas à apprendre à mentir, mais justement oser, parce qu'on se rend pas compte, mais pour Ouais. certains, je dis bien pour certains, il y en a qui sont professionnels, mais pour certains, ils ont des gros problèmes de communication. C'est des personnes qui sont très, très formées, très Mmh. intelligentes, mais qui n'ont absolument pas de travailler, on va dire, le côté relationnel et ça donne des choses assez incroyables de devoir travailler avec, des personnes comme ça. Donc en entreprise, ben, ça va du CAC 40, à, des entreprises, beaucoup plus petites, et tous secteurs confondus. Par exemple, là, pendant le confinement, il y a eu le secteur industriel, le secteur du luxe, le secteur des assurances, bancaires, OK. hem, et puis, beaucoup, aussi d'entreprises, hospitalières qui demandent de pouvoir, Oui. avoir du suivi et alors quand c'est comme ça, je donne, ce qu'on appelle des coaching minutes. Ce sont des coachings qui, proposent à des aidants de pouvoir avoir, bah, une petite, bulle de sas de Mmh. décompression lors de laquelle on va aborder certains conseils en psychologie positive, certaines lectures, parce que tu as eu la gentillesse de rappeler, que j'ai enregistré quelques CD et j'aime beaucoup ça, le côté, comédien et donc j'ai pu avoir la chance, ben, d'être demandée, dans certains hôpitaux pour, des soignants, pour des contes de résilience, des récits sur le bonheur, donc des petits moments comme ça qui leur permettent vraiment de décompresser Ouais. et de pouvoir repartir au fond. Ça doit être super intéressant dans cette période, qu'on a vécue là de confinement, justement d'accompagner les entreprises à être résilientes.
Ça doit être très challengeant, j'imagine, pour beaucoup d'entre elles. Alors c'est très challengeant et en même temps, l'État a mis en place une aide qui est assez intéressante pour les coachs, OK. qui ont une aide financière pour toute personne qui est en chômage partiel. Alors ça valait pendant la période de confinement, je crois que ça court encore pendant quelques mois. D'accord. Toute personne a droit à un certain montant de formation si, Mmh. il ou elle est mise en chômage partiel. Ce qui fait qu'en fait, des entreprises qui n'auraient jamais pensé, par exemple, j'ai une entreprise, de transport de luxe, par exemple. Donc c'est des OK. entreprises de tourisme de luxe qui ont beaucoup, beaucoup souffert et qui se tournent vers moi là pour, ben, une aide au coaching, tout ce qui va être communication positive. Ce qui est D'accord. intéressant, c'est de voir en fait il y a vraiment un socle qui va être le même, tant au niveau privé qu'au niveau public. C'est toujours essayer de retrouver un sens du collectif. Comment on peut essayer de trouver le récit de ce qui nous est arrivé et revenir sur un mythe fondateur, en fait, qui serait aligné avec nos valeurs d'entreprise. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça m'étonne pas. Mais tu pourrais aussi même, accompagner les citoyens? Alors, je ne suis pas coach de vie, ce qui fait qu'en fait, D'accord. comme je ne suis pas psy et que je n'ai pas la prétention non plus, j'ai eu la chance de pouvoir faire un diplôme universitaire avec, l'hôpital Sainte-Anne et l'université Paris-Descartes. C'était Mmh. passionnant, sur Ouais. tout ce qui était, dramathérapie, encadrement, médical, avec l'art en fait, tout ce qu'on appelle l'art-thérapie. OK. Ça ne fait pas de moi une psychologue, Ouais. absolument pas, et donc tout ce qui va être outil d'écoute, ça peut aller. Mais ensuite, recommandations qui vont être plus des recommandations d'ordre thérapeutique, je ne suis pas habilitée à en donner. Donc si tu veux, pour revenir, j'ai exceptionnellement, je me rappelle de cette maman qui est venue vers moi un jour, suite à une conférence et qui m'a demandé si, je pouvais la suivre, et je lui ai dit: «Uniquement si vous avez un projet professionnel à mener dans lequel je peux vous aider, parce que sinon ça vous servira à rien. Si c'est Mmh. pour régler des questions, qui vont être beaucoup plus, relationnelles, niveau familial ou autre, je suis pas qualifiée». Et elle, OK. elle venait de terminer son elle venait de terminer son métier de coiffeuse et elle se destinait à être clown dans les hôpitaux. Mmh. Donc on a travaillé comme je travaille, avec, les dirigeants sur, prise de poste, quelle va être, à quelle échéance, rétro-planning, qu'est-ce que je vais proposer, quel est mon objectif, qui je dois convaincre, et elle avait à convaincre des directeurs de salle, elle avait à convaincre des écoles, autour de là où elle vivait, donc on a travaillé son pitch, et donc du coup, j'ai pu lui permettre, de pouvoir, faire aboutir son rêve, mais dans un contexte très pro. Tout ça pour Ouais, répondre ouais. à ta question de citoyen. J'ai une question qui me vient à l'esprit, comment à un moment donné l'UNESCO te contacte? Alors c'est Ouais. grâce à une recommandation. Moi, c'est, OK. Elie Wiesel qui, m'avait recommandé à ce titre, qui est un D'accord. titre honorifique. En fait, aux Nations unies, en 2012, j'ai, Mmh. fait un grand spectacle où j'ai mis 70 personnes sur scène. Ça allait de 5 ans à 70 ans et qui reprenait en fait toute une fresque, de, ces exemples de résilience. Les actes justes, en fait, ce sont les actes qui reprennent cette idée de juste qui a caché, les enfants juifs pendant la guerre, mais qui ont pu être des Hutus qui ont caché des Tutsis, Mmh. ou autres en fait, ça mettait vraiment en exergue la bonté de celui qu'on considère comme a priori un ennemi, donc Ouais. et j'ai été approchée en fait à ce moment-là d'un représentant de l'UNESCO qui m'a dit, «Ce que vous faites est intéressant et on aimerait beaucoup vous avoir dans notre pôle d'ambassadeurs de bonne volonté au niveau artistique et au niveau théâtre». OK. Donc moi j'étais, très, très honorée. Par contre, j'étais aussi soulagée de savoir que c'était pas rémunéré parce Ouais. que je suis absolument pas politique et Ouais. ça m'embêterait de pouvoir, comment dirais-je? Me restreindre à une parole, due, non correcte, C'est clair. voilà, qui serait la malvenue dans ce que j'essaye de faire. Et ouais. Qu'est-ce que tu as retenu justement de ces échanges que tu as pu avoir avec ces acteurs qui, ouais, qui incarnent pleinement la résilience? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Que j'ai retenu, c'est à la fois une acceptation,
de ne pas sombrer dans la folie. Et quand je dis ça, je pèse mes mots, que ce soit, Wiesel ou Malala Yousafzai ou Albert Einstein Guimana. Il y a toujours un moment où en fait le choc, l'absorption du choc, hem, est tellement puissante et tellement violente qu'on se demande si on ne va pas rompre. Et je pense qu'à une autre échelle, parce que bien sûr on ne peut absolument pas, faire un parallèle avec la situation d'aujourd'hui, donc à une autre échelle, la crise du covid, selon la façon dont elle nous a touchés, si on a eu des proches, on a eu des amis, on a eu même des amis d'amis, qui sont partis, je pense qu'il y a eu un moment de choc où, où on s'est demandé si on n'allait pas devenir fou, hein. Il y a pas si longtemps, on voyait, en Chine, le confinement comme quelque chose qui pouvait absolument pas arriver en France. Ça a été dit, sur des plateaux télé. Mmh. C'est arrivé en France et du coup, cette question-là de mais jusqu'où on peut nous interdire de faire des choses, elle doit d'une certaine manière être posée et être aussi traversée. Moi, Mmh. c'est ce que je retiens de ces exemples de résilience, c'est il y a une absorption de choc, il y Mmh. a une sorte de renforcement sous ce choc-là, qui est douloureux, qui est une vraie souffrance et puis il y a un moment où on traverse et traverser, ça veut dire qu'on ne sera plus jamais les mêmes qu'avant. Je vois beaucoup de dirigeants, pour revenir au coaching, qui sont, dans la volonté d'absolu, de pouvoir faire comme si de rien n'était, donc l'avant du covid, après covid et puis on parle de rentabilité, on parle de là où on est, on parle de projection, de chiffre d'affaires et en fait, ils sont en train de préparer vraiment quelque chose qui qui va pas tenir parce que justement, ils étouffent cette notion-là de souffrance et qu'il faut, laisser sortir pour justement, en fait, permettre, aux personnes d'avancer et d'avoir un nouveau souffle et moi, c'est ce qui m'a frappée dans ces exemples de résilience, c'est cette, idée de en fait, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et nous rend plus forts, mais nous rend différents. Mmh mh. Donc l'acceptation de cette différence et l'acceptation aussi de vivre sa vie en repère à ce choc-là. C'est-à-dire Ouais. comment est-ce que, je vais en faire une place dans ma vie? Est-ce que je vais me définir à partir de là? Malala Yousafzai n'est pas la seule à avoir été victime des talibans, Elie Wiesel n'est pas le seul survivant, Albert Mingana non plus n'est pas le seul survivant du Rwanda. Pourtant ces gens-là, ils ont décidé à ce moment-là de faire la rupture. Donc comment Mmh. est-ce que chacun de nous va englober, ingérer cette question du Covid et comment est-ce qu'on l'inscrit en fait dans notre, on va dire dans nos gènes, dans notre histoire de vie, heu et comment est-ce qu'on accepte de le traverser? Ça, c'est des choses qui, moi, m'ont assez bouleversée. Donc ne pas Mmh. sombrer dans la folie, accepter de traverser, d'être profondément modifié et puis ce sont des personnes aussi qui ont accepté de se concentrer sur l'essentiel. Se concentrer sur l'essentiel en se disant: «J'ai ma part à jouer dans le monde» et Ah ouais. ça, je trouve que c'est fondamental. Chaque personne a sa part à jouer, a sa partition, C'est clair. et ne doit pas, couvrir les autres ou alors jouer moins fort que les autres et Mmh quand mh. on arrive à ce niveau-là, je pense qu'on a toutes les chances en fait d'avoir un rapport positif, à l'humanité. C'est clair. Mais ça sous-entend qu'on pourrait nous l'apprendre à l'école? Alors, nous l'apprendre, c'est pas à toi qui signes certains emails en disant que la place, est déjà prise si on veut essayer d'être quelqu'un d'autre. J'adore cette citation. Que je vais l'apprendre. Le risque que nous prenne notre place, c'est en fait un risque qui est faux et qui n'existe pas. Tout simplement parce que moi, je me rends compte, quand je commençais, hein, le coaching, j'avais très, très peur, hein, dès que je voyais un autre coach, voilà, j'essayais, de pas trop expliquer ce que je faisais, je me disais qu'on allait peut-être prendre mes techniques, on allait peut-être, récupérer certains clients, il fallait bien que je vive et puis, en fait, c'est justement au moment où j'ai compris que l'idée de lâcher prise, c'était de partager et de plus en fait, Mmh. plus on partage, Ouais. plus on est riche. C'est ça qui est assez étrange, hein. C'est comme le bonheur, Mmh. plus on partage, plus on est riche et c'est vrai qu'en fait, au moment où j'ai accepté non seulement de partager, de donner, de proposer des collaborations, de donner des clients à d'autres, mais je me suis sentie vraiment, beaucoup plus à l'aise parce qu'il y a vraiment une place pour tout le monde avec bien sûr un vrai travail sur soi. C'est-à-dire qu'il faut 1 avoir
l'indécence, et ça je le dis en français, avoir l'indécence de croire à son unicité. Pour ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse oser se dire: «Comment je peux faire en sorte que mon parcours soit différent? Comment est-ce que je peux essayer de me situer sur quelque chose qui va être, heu, pas forcément une niche, mais qui va être, heu, une capacité à m'adapter à la tendance, qui va faire en sorte que mon action va sonner juste». Et ça demande aussi constamment de revoir en fait son passé, son histoire de vie, pour la faire correspondre aussi à un besoin collectif. Et ça, peu de gens le font. Ils ont l'impression qu'une fois qu'il y a un CV, bah, le CV, on va l'envoyer de la même façon à l'un, à l'autre. Et moi qui fais beaucoup, mais par envie, qui fais beaucoup d'activités, je sais très bien comment compartimenter le CV selon ce que j'ai envie de faire. Je vais bien entendu pas envoyer le doctorat que j'ai fait à la personne qui va m'employer pour l'enregistrement d'un audio d'un livre. Pourquoi? Parce qu'on va me dire: «Mais madame, vous devriez être dans vos bureaux ou alors en train d'enseigner». J'ai caché aussi mon doctorat lorsque je suis sur scène. Parce que bien entendu, on va me dire: «Mais attends, tu rien à faire sur scène, à enseigner». Donc c'est ce statut-là, en fait, qui fait que, bon, selon la personne que j'ai en face, ou bah, je vais dévoiler complètement, et c'est ce que je fais avec vous, c'est ce que je fais avec toi, ou je dévoile complètement l'armoire et je dis: «Bah voilà, j'ai fait ça, ça, ça». Tu trouves que ça n'a aucun sens. Laisse-moi te montrer comment je fais ma cuisine. Alors, je rajoute un peu de sel là, ça m'a permis de faire ça. Mais on a tous cette capacité-là. Et moi, j'ai commencé en me disant, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le théâtre. Et donc, du coup, c'est aussi le multifacette, l'adaptation, la capacité à pouvoir comprendre aussi la place de l'autre. Mais je pense que plus on va avoir d'acceptation de son rôle, plus on va essayer non seulement de le légitimer, mais aussi de le rendre unique, eh bien, plus on va pouvoir devenir utile en proposant quelque chose qui n'est pas la chose de l'autre. Même si l'autre partage, il n'y aura pas d'idée de récupération, il n'y aura qu'une symbiose avec une patte, je dirais, artistique qui est unique. C'est clair. Tu penses pas qu'on pourrait nous accompagner dans ce sens-là, justement, dès l'école? Ah, la bonne question sur l'école. J'étais en train de voir, là, je crois que c'est France 4, je ne sais plus Ouais. quelle chaîne qui diffuse en continu là, l'aide aux lycéens. Et je suis restée ébahie devant un réacteur de skateboard mécanique où on nous expliquait le moteur et j'étais là, mais mon Dieu, heureusement que j'ai terminé. Bon, bien sûr, il y a sans doute des troncs communs, mais c'est vrai que sur tout ce qui va être communication et puis surtout éducation positive, en France, on est loin, loin derrière. Et c'est pour ça que je te remercie beaucoup d'avoir montré les 2 enregistrements que j'ai fait des blipoux. Alors Ouais. les blipoux, ils viennent de, des auteurs Faber et Maslich, donc, qui ont créé cette méthode adaptée du très, très grand psychologue pour enfants Chaim Guinot. Et ils proposent, Faber et Maslich proposent, elle propose pardon, des ateliers de compréhension de l'enfant avec des jeux de rôle, avec un rapport positif dès les premiers pas, je dirais, dans la façon de parler à l'enfant, dans la façon dont l'enfant nous parle. Et ben, je voudrais saluer, puisque je sais qu'elle me regarde, Genoveva Desplat, qui est à la tête de ce réseau Faber et Maslich, qui organise des ateliers en maison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si des parents souhaitent pouvoir organiser des ateliers chez eux, ils vont sur le site parentsdumondeentier.com et ils voient l'actualité, ils peuvent programmer un atelier. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir être formée à Faber et Maslich aux États-Unis. Lorsque je suis revenue en France, j'ai rencontré Genoveva et du coup, on a beaucoup sympathisé. Je fais partie maintenant de ce réseau-là et je vous conseille vivement, si vous trouvez que la psychologie positive est intéressante, de ne pas attendre justement, je dirais, que nos réseaux chimiques, hormonaux et nerveux soient quand même assez fermés pour ne comprendre que les choses justement rationnellement et par le néocortex. L'enfant, lui, si jamais on lui permet de pouvoir très rapidement être en lien avec ces techniques, ce rapport positif, eh bien, on comprend tout de suite que c'est un réservoir pour le reste de sa vie dans sa façon d'appréhender le monde. Et ça éveille non seulement la curiosité intellectuelle, mais ça réveille aussi une capacité, je dirais, de chimie
d'alchimie aussi avec les autres. Si on reprend par exemple les petites histoires des contes là qui s'appellent les Blipous, qui arrivent pendant la nuit, et donc c'est un peu hein, la conscience, c'est un peu le côté, mais pas bien mal, c'est le côté recommandation sociale. Par exemple, j'ai trouvé ça très fort. L'enfant, lors de la récréation, voit un groupe qui joue aux billes. Il vient d'arriver dans cette nouvelle école, il déteste l'école, il pleure, il est mal reçu, etc. Et justement, les blipous, donc ces petites consciences-là, vont lui recommander d'observer, d'attendre qu'il y ait un des enfants qui termine de jouer, de savoir si la place est libre. Enfin, en fait, c'est des codes qui touchent aussi au savoir-vivre, tout simplement. Et, Ok. donc voilà, c'est publié aux éditions du Phare à Montréal. Et bien, je salue aussi la traductrice qui fait un travail absolument merveilleux. Et puis surtout Genoveva. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez essayer d'enrayer le travers de l'école française avec ces questions-là de notes et de cadrage, de découvrir cette méthode Faber et Matzlich sur Elle le nous passe un petit bonjour. Elle nous passe un petit bonjour d'ailleurs. Donc bonjour, Jenny. Merci d'être là. Merci. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que serait la psychologie positive? Vaste sujet, oui. Et ouais. Je vous donnerai la définition de la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, c'est essayer de comprendre au niveau médical comment marche ce qui marche et pas ce qui ne marche pas. Ok. Exemple, je prends 2 sociétés de bus. Une qui vient tout le temps en retard et une qui vient tout le temps à l'heure. Immédiatement, on va essayer de savoir les causes qui font que celle qui vient en retard vient en retard. Là, ce que propose la psychologie positive, plutôt que de rechercher les causes de ce qui ne marche pas, tournons-nous vers ce qui marche pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche et comment ça marche. Donc, en fait, plutôt que de mettre une rustine là où ça goutte, hein, au niveau du plafond, on va essayer de prendre en considération tout le système et en se disant, mais finalement, peut-être que plutôt que de continuer à mettre un pansement sur la cause, peut-être qu'il faut réorienter les tuyaux, voir l'endroit du plafond qui est le plus solide, plutôt que d'essayer de continuer à, à boucher ce trou. Je l'ai vu moi au niveau médical, on s'est rendu compte, et là aussi tu le sais bien, on s'est rendu compte qu'au niveau du bonheur, on n'avait absolument rien en termes de rapport au niveau social, au niveau de la santé. On voit des gens qui sont très handicapés qui disent qu'ils sont heureux. Au niveau social, on voit des gens qui ont tout en termes de richesse qui disent qu'ils sont malheureux. Au niveau aussi, on dira statut de pouvoir, on a des personnes qui sont à la tête d'entreprises qui disent qu'ils sont malheureux. Donc en fait, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi on est malheureux, qui est en fait la base de la psychanalyse, on se tourne vers cette idée de comment. On remplace le pourquoi par le comment. Comment on peut aller mieux ici et maintenant. Ce qui fait que ça donne un rapport, je dirais, très efficace. Bien sûr, ça ne couvre pas la pathologie. Donc, on ne va pas commencer à proposer à des personnes en grande dépression de faire de la psychologie positive et que ce soit magique. Mais ça propose à des personnes qu'on appelle dans des états non florissants, c'est-à-dire sur des pentes dépressives, ça donne des effets de 90% de guérison. Et tout cela en auto-guérison. Donc, ça donne des choses absolument, absolument fantastiques en termes de retour. Voilà. C'est énorme. Ah ouais, c'est absolument énorme. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc là, le livre propose, c'est ça, un éventail de ce qui existe dans, on va dire, dans la sphère de la psychologie positive, avec des fiches conseils, des fiches méthodologiques. Donc on voit vraiment bien comment est-ce qu'on peut choisir la méthode que l'on préfère ou à laquelle on est la plus réceptive. Et du coup, vraiment, ça permet d'aller mieux. À partir d'exemples de personnes qui disent qu'elles vont bien. Et est-ce que tu penses que c'est accessible à n'importe quel âge de notre vie? Oui, ouais. Profondément. Je dirais même, voilà, si jamais l'enfant est accompagné dès le plus jeune âge, la façon de savourer la vie ne sera pas la même. Donc c'est ça la psychologie positive. Ça a été inventé, l'expression a été inventée récemment, dans les années 90-2000 par Martin Seligman, qui est médecin.
en montrant véritablement que plutôt que de tout le temps se tourner vers le négatif, c'est quelque chose qui est un défaut de notre cerveau, hein. Si on regarde les neurosciences, en fait, on regarde toujours sur le tableau le petit accro, plutôt que le tableau dans son ensemble. Et donc, comme on est immédiatement focalisé sur ce qui marche pas, essayer de prendre le recul, de comprendre qu'est-ce qui marche et ce sur quoi on doit se tourner pour que ça marche mieux, c'est une véritable science qui est nouvelle. Je vous donne un exemple, et ça, c'est aussi ce qu'on appelle le remède symptomatique. Si on a un problème, je vais dire un mal à la tête, qu'est-ce qu'on va prendre pour essayer de faire cesser immédiatement le mal de tête parce qu'on pense que le mal de tête, c'est quelque chose qui a une cause? On va prendre, par exemple, je ne sais pas, un efferalgan ou alors un Doliprane. Enfin, je ne fais pas l'apologie de ces médicaments, mais on va prendre quelque chose qui va nous permettre de couper, en fait, le lien que le cerveau fait avec la souffrance du mal. Or, la souffrance en elle-même n'est pas mauvaise puisqu'elle vient nous informer de quelque chose et elle vient sécréter aussi, au niveau chimique, des liquides qui nous permettent de pouvoir en fait faire une première couche qui sépare l'objet en souffrance. Ouais. Si jamais on veut essayer de comparer la psychologie positive et le rapport symptomatique, donc le rapport à la cause, on dira que quand on a mal à la tête, on va essayer de voir si c'est le système en entier qui est en souffrance. Et on peut voir par exemple que j'ai pas la mal à la tête de la même façon si j'ai des problèmes de cervicales, si j'ai des problèmes de nausées. Donc on va essayer déjà d'identifier la nature du mal et à partir de là, voir comment est-ce que je suis quand je n'ai pas mal à la tête. Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas mal à la tête? Et voir ensuite comment est-ce qu'on va essayer de pouvoir s'attaquer au système en entier pour voir si c'est pas, par exemple, ma façon de mal dormir qui me crée certaines choses. On va vraiment, en fait, la psychologie positive, pour moi, c'est vraiment de la systémie. Donc, c'est cette science de prendre le système dans son entier plutôt que d'essayer de coller, encore une fois, une rustine à un problème. Ouais, c'est clair. Et ça, effectivement, je pense qu'on pourrait nous l'enseigner, ou en tout cas nous accompagner le plus tôt possible dans cette direction. Et je pense aussi, j'ai pas une personne qui nous écouterait, par exemple, qui aurait, je sais pas moi, 70 ans, par exemple. Il est encore possible, justement, de se réapproprier tout ça et de penser davantage positivement. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des clubs de psychologie positive à tout âge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le résultat selon le degré d'implication, donc ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est vraiment le degré d'implication et la volonté en fait de faire, est absolument bluffant à n'importe quel âge. Ouais, Mais ça c'est vrai que ça demande de la patience et puis de s'accepter, vraiment d'accepter de se voir comme possibilité de matière positive. Ça, c'est quelque chose ouais, qu'on ne nous apprend absolument pas dès l'enfance. ouais, C'est-à-dire, l'éducation, c'est, «Tu pas bon en maths, il faut que tu remontes tes notes en maths». ouais, Voilà, moi, je sais que, par exemple, j'ai passé une première S. Je voulais absolument faire S parce que S me permettait de faire n'importe quelle carrière. ouais, Non, ça reste encore quelque chose qui est tout à fait ouvert. La littérature, mais alors moi j'ai fait Hippocane Cannes, qui suis une grande amoureuse de la littérature, mais je voulais pas faire première L, parce que la L, c'était vraiment ah non, la littérature, voilà, ils comprennent rien. Économie, oh alors là, bien sûr, si tu veux, devenir marchand de chaussettes, bon, tous les a priori qui font que, alors que naturellement, on devrait voir qu'un enfant est bon dans quelque chose, sans sous-estimer ce dans quoi il est pas bon, mais s'il est bon dans quelque chose, explorer cette piste, lui permettre de prendre en considération son unicité dans cette piste-là et le faire grandir avec, en fait, quelque chose qui va lui permettre de s'épanouir dans cette matière-là. c'est clair. Ouais. Je pense à Tal Ben-Shahar, que tu as été voir. C'est une des personnes que j'ai contactées, tu sais, pour mon film C'est quoi le bonheur pour vous, parce que pour moi, il fait partie des personnes qu'il faut absolument contacter pour évoquer le bonheur. Je sais que dans ses cours, d'ailleurs, non, il n'a pas des cours aussi autour du bonheur? C'est en fait lors de son cours que moi j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et les cours qu'il donne à l'université de Harvard ont été les plus prisés. Je crois qu'on a terminé avec 5 000 Ouais, étudiants. Donc oui, il a donné des cours, il a même monté un institut où, il donne un certificat de psychologie positive. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre, son certificat dans l'institut Kripalu qui est près de Boston et ok, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, propose aussi, des formations et des cours à New York. Donc oui, il continue encore son chemin de, pédagogue et il a sorti son dernier livre. Alors 2 de ses derniers livres, il m'a fait la gentillesse,
de me choisir comme voix française. Et donc, Ouais. j'ai enregistré si vous aimez les podcasts, je vous conseille de les découvrir. Le livre, c'est Conversation avec mon coiffeur. Voilà, je cherchais exactement le nom. Très Mmh. drôle. Conversation avec mon coiffeur, où il montre OK. comment est-ce qu'en fait, pour lui, son maître de psychologie positive, c'est son coiffeur. Donc, ça, OK. c'est très drôle et qui permet justement de pouvoir avoir un accès très grand public à la psychologie positive. Un autre livre tout récent qu'il a fait, c'est Le bonheur d'être leader, où là, euh, se concentre plus sur la question du leadership Ouais. et sur l'entreprise, en fait. Mmh mh. Il l'a fait en concertation avec un entrepreneur et il a donné lieu à tout un programme. Là aussi, je vous conseille de le lire, Le bonheur d'être leader, OK. Tal Ben-Shahar et Angus Ridgway. Est-ce il fait un pont, j'imagine, entre la psychologie positive et l'état ou le bonheur, enfin cette espèce de quête, peut-être que pour avoir les gens de tendre vers le bonheur, j'imagine qu'il fait un lien, non, entre la psychologie positive et le bonheur. Ou est-ce qu'il, ouais, En fait, toute cette psychologie positive n'a pour but que de nous rendre plus heureux. oui, de toute façon. Quand je dis nous rendre plus heureux, ce qui est très intéressant, c'est que la vision de Tal Ben-Shahar, mais bon, d'autres l'avaient dit, d'autres sages l'avaient dit avant lui, c'est que le bonheur est dans le chemin. C'est-à-dire en fait qu'il faut pouvoir se donner plusieurs petits buts pour pouvoir, d'ailleurs, pour faire en sorte qu'il y ait sécrétion de l'hormone dopamine, déjà, parce que si on n'arrive pas à pouvoir être en quête de quelque chose, et quand on dit en quête de quelque chose, les buts, ça peut être de la curiosité intellectuelle, des formations, la découverte d'un livre, des choses qui n'ont pas besoin d'être révolutionnaires dans une vie, mais juste la soif. Il faut qu'on puisse toujours être assoiffé de quelque chose pour nous permettre en fait d'activer cette capacité à être heureux. Donc oui, Mmh. la psychologie positive, c'est ce qu'on appelle la science du bonheur. Donc elle est Ouais, tout à fait reliée à cette notion-là, mais pour Tal Ben-Shahar, dans la quête. C'est-à-dire plus on ouais. va aller vers, plus et d'ailleurs, ça on a fait des recherches là-dessus, on voit que cette hormone du bonheur, qui est la dopamine, on en a 4, mais la dopamine est très importante, et bien cette hormone du bonheur, elle n'est sécrétée chez le singe, par exemple, qu'à la vue de la banane. C'est-à-dire qu'il y Mmh. aurait quelque chose dans le chemin qui fait qu'il y a une reconnaissance, et immédiatement, avant même de pouvoir avoir le bonheur de manger, puisque Ouais. ensuite ça va immédiatement se chuter, il va y avoir quelque chose d'une mise en tension. Et je trouve ça très très beau parce que pour moi, c'est quelque chose qui a à voir aussi avec l'amour. Plus on va Mmh. réussir en fait à retrouver le chemin de l'autre, et je le dis parce que pour certaines personnes, le confinement, ça a été difficile de vivre tout le temps avec la même personne ou même d'être tout le temps seul. Et bien cette idée que le confinement nous a peut-être appris à retrouver le chemin de l'autre en se, voilà, en se mettant dans une situation d'envie de voir l'autre. Et Mmh. il ne faut pas perdre, peut-être que ça va nous permettre de retrouver cette hormone du bonheur que Tal Ben-Shahar mentionne. Ouais, c'est possible. Oui, moi, en tout cas, enfin, je dis c'est possible, mais en même temps, je suis convaincu. Pour moi, un des ingrédients magiques, c'est l'amour. On est dans une société où on met vraiment l'accent sur la peur, globalement. Et c'est sûr que si on agissait plus avec amour, si on faisait vraiment, enfin, si on tournait les choses vraiment, si on faisait, ouais, toute action avec amour, que ce soit d'ailleurs dans les relations interprofessionnelles ou avec notre chérie ou avec enfin, globalement, en fait, de manière un peu globale, je pense d'ailleurs à Amma, je trouve qui a compris beaucoup de choses, tu sais, avec, pour elle, en fait, la religion, sa religion, c'est l'amour. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, que si on accentuait tout, en fait, autour de ça, mais ça peut paraître un peu bisounours, en fait, ce que je dis, mais j'ai vraiment le sentiment que ça réglerait beaucoup de choses. Mmh mh. Mmh. Alors après, bien sûr, il faut qu'on définisse le mot amour. Alors, je ne sais pas Ouais. si les internautes veulent nous aider là-dessus, mais dans la quête du bonheur, en fait, si on prend comme définition de l'amour quelque chose qui nous échappe et qui nous fait irrésistiblement entrer en relation avec quelqu'un, je pense que c'est les deux mots importants dans ce que je viens de dire, c'est peut-être ce qui nous échappe et irrésistiblement. Donc, c'est juste accepter d'une certaine manière d'être dépassé pas forcément une pulsion, mais par un désir, par une envie de Mm. connaissance
reconnaissance et de proximité qui aujourd'hui nous est quand même défendue, hein, Mmh. par rapport aux gestes barrières. Donc voilà, je pense que rester dans cette idée-là que l'amour doit être la chose qui régit le monde, oui, bien sûr, mais avec ce vrai travail sur soi de quête, en fait, je pense. Clair. Donc je pense Moi, que je dis que c'est carrément une responsabilité citoyenne, que tout citoyen prenne le temps réellement de s'occuper de lui, de comprendre en fait, quels sont les outils qui pourraient être bons pour lui, d'être très vigilant, j'allais dire tout bêtement, mais en réalité ça l'est pas, de qu'est-ce qu'il mange, tu vois, quels sont les aliments qu'il ingère, qu'est-ce qui est réellement bon pour lui en termes d'alimentation, de trouver un sport qui lui convienne, de faire attention à son sommeil, de s'entourer de gens positifs, tu vois, pourquoi pas de pratiquer la méditation ou ce qu'il veut, mais en tout cas, de trouver vraiment les bons outils qui vont lui permettre de rayonner, d'être bien dans sa vie de tous les jours et potentiellement peut-être d'inspirer les gens après autour de lui. Et moi, j'arrête pas de le dire ces dernières années, je trouve que c'est vraiment une responsabilité citoyenne et ce serait tellement bien que chacun fasse ce premier pas de tous les jours, tu sais, de faire du mieux qu'il peut en fait pour prendre soin de lui. c'est vrai et on va te rétorquer à cela qu'on n'a pas le temps, on n'est pas intéressant et puis en même temps rester seul avec moi ça ne m'intéresse pas et puis, c'est vrai en fait que c'est un travail solitaire, c'est un travail d'introspection, donc c'est un travail de non mise en lumière, c'est un travail Mmh. qui va à rebours de tout ce qu'on nous propose en fait au niveau société Mmh. et c'est vrai que ça peut sembler être enfin, rétrograde ou en tout cas quelque chose qui nous renvoie à un miroir qu'on ne veut pas voir. Moi, j'ai le cas en communication, beaucoup de personnes qui me disent lorsque j'allume la vidéo: «Ah, je déteste voir ma tête». Je dis: «Ben oui, mais d'une certaine manière, vous montrez votre tête tous les jours aux gens lorsqu'on est en présentiel, donc vous montrez ce que vous détestez à tout le monde, donc ça serait la moindre des choses que vous puissiez accepter de la voir cette tête». Et voilà, ce vrai travail-là, de se voir et pas forcément se voir beau, juste se voir sans idée de beauté ou de laideur, ça demande une vraie force mentale et c'est vrai Ouais. qu'on n'est pas forcément en tout cas, oui, on n'est pas très entraîné à ça. Non, c'est clair, on n'est pas entraîné et c'est très bien de je trouve de le rappeler, de le souligner parce que c'est pas simple, c'est clair, c'est pas simple. C'est vraiment pas évident d'être confronté au regard des autres et d'aller à contre-courant, sachant que peut-être 80 de la population avance tous dans le même sens et puis si toi d'un coup tu décides de sortir un petit peu des sentiers battus et de t'occuper de toi justement, bah, tu vas aller un peu à contresens de la majorité et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que, bah, évidemment, ça peut créer des incompréhensions, les uns avec les autres parce qu'on n'avance pas au même rythme et donc du coup ça crée des décalages. Mais pour moi, c'est une des clés en fait, c'est-à-dire que si on veut que notre humanité avance avec plus de bon sens, il y a deux points. Il faut travailler sur l'éducation, donc il faut accompagner les enfants le plus tôt possible à être. Et je sais que c'est extrêmement challengeant ce que je dis, mais il y a plein d'outils, il y a plein de professionnels qui peuvent nous aider. Et là, en fait, il faut mener des expériences, hein, tout bonnement. Hein. Pour moi, c'est vraiment de l'expérience, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre propre pays. Et puis, bah, si on est des jeunes adultes ou des adultes, c'est justement se dire, bon, bah, ok, je comprends ce qu'il dit maintenant, demain matin ou ce soir, je vais faire le premier pas pour essayer de m'occuper de moi. Et ça va peut-être d'ailleurs la conférence qu'on est en train de faire, qui sont en train d'écouter. Et c'est, oui, oui, c'est un long chemin, puis c'est le chemin d'une vie. Tu sais, moi, je trouve avoir eu la chance d'avoir commencé très tôt. Et j'ai commencé vers l'âge de 10-12 ans, et je trouve que c'est comme si j'avais pas avancé, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à découvrir de ce que je suis, des autres, de la nature, de l'environnement, que c'est vraiment, j'allais dire une quête, mais je sais pas si c'est une quête, mais en tout cas, c'est un beau cheminement. Je trouve ça vraiment magique d'être à l'écoute de soi et donc du coup à l'écoute des autres. Mmh mh. Mmh. Et c'est vrai, il y a une très, très belle, citation, de Margaret O'Brien qui dit, celui qu'on a attendu toute sa vie, en fait, c'est soi. Mm. Et je pense que même d'un point de vue féminin, là, tu avais montré, En avant toute de Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg qui est la numéro 2 de Facebook, donc qui est, une femme puissante, on dirait aujourd'hui et qui décrit dans son livre, comment le fait d'être une femme a été difficile pour elle, hein, dans toute sa carrière et on nous met dans la tête, surtout en termes d'éducation, des choses comme le prince charmant, en tout cas la personne sauveuse et cetera et du coup, ça donne de vrais problèmes ensuite, dans le fait de pouvoir s'assumer
Et quand je dis s'assumer, c'est pas seulement financièrement, c'est s'assumer, assumer son rôle, Mmh. et la légitimité de son statut vis-à-vis des hommes, entre autres. Donc, je pense que ce que tu dis est intéressant vis-à-vis du fait qu'on doit commencer jeune, on doit mettre de côté certains stéréotypes, heu, ou alors les souligner comme stéréotypes. Moi, je vois que Ouais. c'est pas si facile, que ça pour avoir des enfants en bas âge, donc souligner, les stéréotypes, proposer d'autres choses aussi que ce qui est, tendance, ce qui est, censé être normé, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles et tout en gardant quand même à l'esprit que la société n'est pas forcément prête, puisqu'on ne veut pas non plus que l'enfant souffre, à devoir, tout ouvrir Ouais. et permettre des cheminements qui sont trop originaux. Donc ça demande, d'un point de vue parental, d'un point de vue femme, d'un point de vue homme aussi, des vraies questions qui touchent, fondamentalement à l'humain. Mais Mmh. comme tu le dis, déjà se poser la question de soi, de sa propre légitimité et de sa place, pour la tenir et que personne ne nous remette à notre place. C'est ça. Et ça, c'est déjà un des premiers pas, hein. Après, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on avance dans la bonne direction, globalement. Pas que c'est un cheminement évidemment qui va être très long, hein, à l'échelle, de notre planète. Mais j'ai vraiment, cette sensation depuis que j'ai créé mon activité, donc il y a 17 ans en arrière, que les prises de conscience, tu vois, prennent de l'ampleur en fait d'année en année, de jour en jour, de mois en mois. J'ai même eu le sentiment là pendant cette période de confinement que ça a été un catalyseur de prise de conscience et que des prises de conscience, c'est des graines qui sèment très clairement. Et donc du coup, ouais, je me dis que ouais, si on devait se faire encore un live, tu vois, dans 15 ans, ben, je pense qu'on aurait plein de choses ultra positives à dire. Oui, je pense qu'il y a de quoi être, optimiste sur la nature humaine. Je pense qu'on a réussi à résister à tant de choses, que ce soit les dinosaures, les différences météo et cetera. Donc il y a pas de problème, on va résister à ces différentes crises. Ce qu'il faut, c'est sûr, c'est, serrer les dents et puis y aller. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que dans ces échanges que tu as pu avoir avec Tal autour du bonheur, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un autre outil ou un autre cheminement qui nous permettrait justement de tendre vers le bonheur? Alors un autre, outil ou un autre cheminement, ce que je peux vous proposer comme questionnement, c'était, toutes ces questions qu'il, propose, de noter. C'est quelqu'un qui, recommande beaucoup de tenir, des journaux, enfin des journaux, c'est des petits cahiers intimes, heu et moi je sais que pour avoir, fait ce certificat de psychologie positive, alors que j'étais très, très réticente, hein, au tout début, j'étais vraiment une des personnes qui croyait le moins, dans ces méthodes. Le fait de noter m'a vraiment permis de pouvoir incroyablement avancer sur la projection et donc OK. une des méthodes qu'il utilise, c'est, de pouvoir écrire dans un petit calepin, par jour, 3 choses positives qu'on a pu vivre. OK. On est reconnaissant, et que ça touche à des actes ou simplement à de la beauté de certains objets ou de certains paysages, ça peut toucher, au soleil, que l'on voit par la fenêtre, ça peut toucher à Mmh. quelque chose de bon qu'on a mangé ou à un sourire qu'on a pu voir, à une émission, un coup de téléphone qu'on a passé. Juste 3 choses et Mmh. les relire en fait, avant de dormir. D'accord. Et il a fait l'expérience qu'en fait, ça Mmh. aidait les personnes à pouvoir se calmer et à pouvoir mieux, mieux récupérer le lendemain, donc mieux dormir. Génial. Donc ça, c'est quelque chose que je vous livre parce que j'ai vu que c'était, très, très positif, comme en fait le cerveau est irrésistiblement attiré par le négatif, ce qui donne, ensuite bien sûr, toute la propension qu'on a à se plaindre, à râler et cetera. Écrire quelque chose et je sais que là aussi, hein, il y a énormément de résistance à le faire parce que ça fait nunuche, parce que ça fait bisounours, parce que c'est pas une fois qu'on est dans ça, en disant: «OK, je vais juste essayer une semaine, on va voir». Vous verrez qu'au bout de 3 jours où vous forcez, les choses devraient commencer à devenir de plus en plus faciles et que ça marche. Ouais, ça m'étonne pas. Ça me fait penser aux 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Tout à fait, tout à Ouais, fait. c'est C'est ça. un peu le Mmh. même, la même démarche
Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très bénéfique. Ça peut bien sûr se faire en famille, Florence le propose, Ouais. à partager à table du petit déjeuner et cetera. Mmh, mmh, mmh. Pour Tal, c'était vraiment quelque chose qu'il proposait tout au long de la journée, 3, et puis ensuite avant de dormir. Ça touche à la Ouais, fois à la question de l'endormissement en se disant finalement: «Cette journée, je l'ai vécue». Simplement d'avoir une trace, une preuve de vie. OK. Cette journée, je l'ai vécue et j'ai eu 3 moments de grâce, à Ouais, vivre. c'est intéressant. D'autant plus que des scientifiques se sont intéressés à tout ça. Pour ceux qui seraient un peu cartésiens et qui remettraient en doute ce Ah que oui, tu dis, il y a des études maintenant, en fait, qui le prouvent. tout à fait, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, le livre ne porte que sur ça. C'est-à-dire, vous avez les pourcentages, vous avez les taux hormonaux, vous avez, en fait, tout ce qui fonde, la recherche, de cette psychologie positive qui est basée véritablement sur, du médical. Donc, pour tous les sceptiques, Ouais, il y a la fameuse preuve, c'est scientifique bien. derrière, donc on peut pas indéfiniment râler, ça c'est sûr. C'est pas du Mmh. positivisme, c'est vraiment de la psychologie positive. Non, puis en plus, je pense que dans notre vie de tous les jours, dans notre entourage, on peut le mesurer. Tu sais, pour un événement donné qu'on va tous vivre au même moment, eh ben, proportionnellement, on va vraiment tous le vivre de manière très différente. Et ceux qui ont appris justement à cultiver une façon positive en fait, de voir les choses, donc de la psychologie positive quelque part, eh ben, vont mieux vivre certains événements que d'autres. Et moi, je trouve que ça se travaille, en fait, tu vois, tout ça. Moi, je dis très souvent que je me considère comme quelqu'un d'optimiste et de positif, mais aussi parce que je le cultive. Je le cultive depuis très tôt. Et donc, dans une situation donnée qui peut paraître, je sais pas, triste ou dure ou insupportable, eh ben, j'ai réussi à développer cette faculté de voir quand même le côté positif dans cette situation. Et c'est ce que je vais retenir, en fait, de cet événement. Et ça, moi, je suis persuadé que c'est vraiment à la disposition de tout le monde. Et il suffit de le cultiver. Tu sais, un peu comme un exercice physique où si tu vas avoir je sais pas, des gros muscles, bah, tu vas pousser de la fonte régulièrement. Et ben, on peut exercer en fait nos pensées et notre cerveau à aller dans cette direction. Oui, tout à fait. Tal Ben-Shahar dit qu'on peut, muscler son cerveau pour, lui faire accepter en fait la capacité que nous avons, au bonheur, le fait d'être sur terre pour ça aussi, alors qu'en France, on reste encore beaucoup dans l'imbécile heureux, hein. Celui qui est heureux, c'est l'imbécile, c'est monsieur Pignon, c'est, le dîner de con, c'est, celui qui se contente de son sort, alors, voilà, qui est Mm. facilement contentable. Non, je pense qu'au contraire, il y a tellement de choses belles à vivre que ce serait dommage effectivement d'être broyé par, quelque chose qui nous forcerait à voir ensuite, tout en noir. Donc c'est vrai ce que tu dis, essayer de ne pas être, brisé par un événement, voir la capacité, à aller plus loin, ce que cet événement nous a appris et continuer, traverser. C'est Mm. vraiment le principe de la résilience, en fait. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on est proche de la résilience en réalité. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Tout à fait. J'ai parlé au tout début très rapidement de ta web conférence que tu vas faire bientôt. Est-ce que tu veux nous en parler? Avec plaisir. À propos de la résilience, je propose, après-demain, donc jeudi à 18h30, une, webconférence sur la question de la résilience et des techniques qui vont vous aider à pouvoir traverser tout simplement. Ce sont des techniques qu'on appelle top techniques d'optimisation du potentiel. Elles ont Mhm. été développées par le docteur Edith Perrault-Pierre et c'est un mélange de visualisation, de respiration. En fait, ces techniques, elles ont été faites pour les grands athlètes, pour, les, personnes qui doivent réagir comme des urgentistes, des militaires, donc des personnes qui doivent gérer leur stress et être prêts à l'action. Et Mhm. donc le docteur Edith Perrault-Pierre a proposé de pouvoir créer, des séminaires ouverts au grand public pour faire savoir, comment on récupère le plus facilement et comment on peut être prêt à l'action et en gérant au mieux son stress et ses émotions. Donc ça, vous retrouverez toutes les, informations sur le site Coévolution, donc en un mot, Coévolution et encore une fois, les techniques s'appellent techniques d'optimisation du potentiel. C'est un webinaire qui est un webinaire gratuit à 18h30 pour découvrir, à la fois comment est-ce qu'on peut être plus résilient et puis, comment est-ce que ces techniques fonctionnent. C'est super. Je trouve ça génial de savoir qu'il y a autant d'outils autour de nous, tu vois, pour être bien dans notre corps, bien dans notre tête,
Et c'est fou, tu vois, il y a quand même plus de 17 ans qui se sont écoulés depuis que j'ai créé mon activité, et je vois qu'on n'en est qu'au début. Il y a que, allez, s'il y a 20% de la population qui sont au courant un peu de toutes ces techniques, tu vois, qui peuvent exister, c'est déjà beaucoup. Donc c'est chouette qu'il y ait des personnes comme toi qui se mobilisent et qu'on soit des centaines de millions de personnes à essayer d'apporter un regard différent, de semer des petites graines pour que notre humanité avance un petit peu mieux, quoi, dans le bon sens. Ah, c'est chouette qu'il y ait une personne comme toi qui me permette de pouvoir le dire. Donc merci. Avec plaisir. Bah, écoute, ça fait déjà 1 heure, donc merci beaucoup Clara, merci pour cet échange. Merci à toi Julien, vraiment. C'est hyper intéressant. Si on veut te contacter, on te trouve où? Alors, si vous voulez me contacter, bon, c'est facile. C'est via Facebook. J'ai une adresse email que tu pourras mentionner, Julien, Mhm. sur le site. Et puis, de toute façon, là, je donnerai encore quelques webinaires dans les semaines à venir sur les questions de résilience, sur des questions de Key BIs aussi, c'est très à la mode en ce moment. Key Behavioral Indicator, donc comment, par des indicateurs comportementaux, on peut aider les personnes à revenir déconfinées plus fortes. Donc tout ça, vous pourrez le trouver très facilement sur le net. Et puis, on restera bien sûr en contact, je tiendrai Ça ça. marche. Merci beaucoup. Passe une belle soirée. Merci à vous. Merci encore. À bientôt. À Bye bye. bientôt. Et voilà, c'était donc Gila Clara Kessou. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est une dame qui est passionnante, comme vous l'avez vu, donc assez simple de la retrouver si vous voulez rentrer en contact avec elle. Hein. Donc vous tapez Gila Clara Kessou dans un moteur de recherche et vous tomberez, je pense, directement sur son site internet. Voilà, écoutez, maintenant on se retrouvera dans 2 semaines. Mardi prochain, je ne serai pas là. À part peut-être jeudi. Peut-être que jeudi prochain, on fera un live sur la page du Festival pour l'école de la vie. C'est en attente. Là, j'ai envoyé une demande à une personne. Je ne vous dis pas encore qui c'est parce que ce sera une belle surprise. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vais vous laisser avec... parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre des vidéos. Donc, je vais vous laisser avec la bande-annonce du film L'école de la vie. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Bye bye. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert? Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de mon enfant. Parce que parent, ça ne s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation à la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses. Si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.